J'imaginais bien que le temps allait passer. Qu'un jour ou l'autre, on n'irait plus à l'école. Qu'on ne verrait plus la maîtresse. Qu'un jour ou l'autre, on deviendrait grand. Que si ça se trouve, on aurait des maisons, des métiers, des femmes et même des enfants. Je me doutais qu'on serait tous très occupés et qu'on se verrait moins. C'est la vie, il paraît. Je savais qu'à la prochaine éclipse, dans 32 ans, il aurait bien changé le terrain vague. Mais je savais aussi que, même dans très longtemps, certaines choses seraient toujours là. C'est comme des petits soleils, les copains. Ça disparaît jamais vraiment. Même quand on les voit plus. Ils sont là, toujours. Et pour moi, c'est ça le plus beau des trésors. Ça se voyait peut-être pas, mais cette scène-là m'a à la fois émerveillé, parce qu'elle est magnifique, mais elle m'a aussi mis en colère. Parce que ce film, Le Trésor du Petit Nicolas, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, a prouvé qu'on pouvait faire un bon Petit Nicolas au cinéma. Ce que ne sera pas les vacances du Petit Nicolas, loin de là. Oui, donc vous l'aurez compris, ces images ne viennent pas des vacances du Petit Nicolas. Mais du film qui lui succédera bien des années plus tard, Le Trésor du Petit Nicolas. Alors pourquoi ce choix d'intro ? Parce qu'aujourd'hui, la vidéo va être un peu spéciale. Nous avions parlé longuement il y a un an du film Le Petit Nicolas de Laurent Tirard de 2009, une vidéo dans laquelle j'étais d'abord revenu sur les difficultés d'adaptation d'une manière générale, en particulier de quand on passe de l'écrit à l'écran, avec les contraintes que cela engendre, et les déceptions pour les spectateurs, qu'ils soient fans des livres, qu'ils soient fans des BD d'origine. On peut penser à Harry Potter évidemment, bien que la série HBO, à venir, contentera sans doute les lecteurs les plus exigeants, puisqu'elle sera bien plus fidèle, car il y aura beaucoup plus de temps à l'écran par rapport au livre. Mais même en copiant le texte ligne par ligne, certaines choses passent à l'écrit, mais ne passent pas à l'écran. Et chaque année, ça fait des histoires. Montagne. À la mer. On ira à la montagne. On ira à la mer. Je sais pas pourquoi ils se mettent dans cet état, alors qu'à la fin, c'est toujours À pareil. la montagne. À la mer. Et c'est le cas du Petit Nicolas, premier du nom, on l'avait vu dans une longue vidéo, que je vous invite à visionner avant de voir celle-ci si vous ne l'aviez pas vue. On en avait donc parlé dans la vidéo du Petit Nicolas, mais cet humour très raconté, très audible, propre au livre, qui raconte des petites histoires depuis le point de vue d'un enfant, mais écrit par un adulte, et c'est là que le décalage amène le rire, pour petits et grands, mais il est difficile de conserver ce ton dans un long métrage. Pour vous le prouver, j'avais même pris le temps de lire un chapitre du Petit Nicolas qui montrait comment la mère utilisait les caprices du petit pour influencer le père sur le choix des lieux des vacances que la mère, on le saura à la fin, avait déjà choisi bien en avance. Maman m'a pris de nouveau dans ses bras et elle m'a dit de ne pas pleurer, que papa était celui qui avait le plus besoin de vacances dans la famille et que même si c'était moche là où il voulait aller, il fallait y aller en faisant semblant d'être content. Mais, a dit papa. Moi je veux faire des ricochets, j'ai crié. Tu en feras peut-être l'année prochaine, m'a dit maman, si papa décide de nous emmener à Bar-les-Mers. Où ça a demandé papa, qui est resté avec la bouche ouverte. À Bar-les-Mers, a dit maman. En Bretagne, là où il y a l'Atlantique, beaucoup de poissons, et un gentil petit hôtel qui donne sur une plage de sable et de galets. Moi je veux aller à Bar-les-Mers, j'ai crié, moi je veux aller à Bar-les-Mers. Mais mon chéri, a dit maman, il faut être raisonnable, c'est papa qui décide. Papa s'est passé la main sur la figure.
Papa s'est passé la main sur la figure, il a poussé un gros soupir et il a dit « Bon, ça va, j'ai compris. Il s'appelle comment ton hôtel ?» Elle avait tout préparé et tout anticipé. Et c'est génial à lire quand on est grand. Mais ce genre d'humour, il prend du temps et il est donc difficile à le faire passer à l'écran. Surtout lorsque le film devient un simple film pour enfants, car c'était l'objectif du petit Nicolas sorti en 2009. Un film qui, attention, n'a rien de déshonorant. La reconstitution historique est agréable, le film est joli visuellement, même plutôt beau, son casting est prestigieux, au-delà des caméos d'Anémone et de Michel Galabru qui sont savoureux, on avait quand même Cadmerade, même s'il joue un père bien loin de celui du livre, on l'avait vu. Tu as raison, chouette, c'est beaucoup plus naturel. Bon, est-ce qu'on peut faire cette lettre oui ou non sans être interrompu? Arrête avec ce jeu insupportable! Tant il passe son temps à crier, ce qui n'est pas du tout son caractère dans les livres. Le père de Nicolas dans le livre, il est souvent excédé. Son geste principal quand il est un peu impuissant face à sa femme ou à son fils, c'est quand il met la main sur son front comme ça. C'est beaucoup plus subtil et je l'imagine très bien. Et c'est normal que ce soit plus subtil, on est dans un livre. Et dans un livre, personne ne vous entend crier. Valérie Lemercier qui joue la mère, actrice de talent, mais qui joue une mère écrite bizarrement, peu sûre d'elle, timide, alors que c'est pas du tout la vision que j'ai d'elle dans le livre. Dans le livre, elle est bien plus déterminée, on l'a vu tout à l'heure, plus autonome, plus maligne. Je vais la rendre alors, c'est ça que tu veux? Bon, je la range, je fais quoi là? Me presse pas, je supporte pas qu'on me presse. Elle a sa place dans la famille. D'ailleurs, dans le film suivant, Le Trésor du petit Nicolas, la mère sera cette fois-ci jouée par Audrey Lamy, et le personnage est bien plus intéressant. Pauvre papa qui a une journée harassante. Mais papa aurait certainement préféré faire les lessives, étendre le linge, faire les courses à l'épicerie, rentrer, s'apercevoir qu'il a oublié la moutarde, donc retourner à l'épicerie, aller déposer la veste de papa chez le teinturier et écrire un petit mot de remerciement aux plates mouilles pour leur invitation de la semaine dernière. Mais si papa, fatigué, préfère mettre le poulet à cuire, équeuter les haricots et dresser la table plutôt que d'expliquer son épuisant métier à son fils, il peut prendre la place de maman. Sandrine Kimberlin, en revanche, elle jouait une maîtresse à la hauteur, à la fois différente de ce que j'imaginais en tant que lecteur, mais complémentaire. Et en ce qui concernait François-Xavier de Maison qui jouait le bouillon, c'est un bouillon parfait. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. C'est tout ce que tu as fait en 1 heure? Comme quoi c'est possible. Et comme je le répète, c'est ça qui m'a énervé, mais c'est pas la faute du 3e film, au contraire. C'est la faute des 2 autres, c'est les 2 autres qui m'ont énervé. Parce qu'avec les versions Laurent Tirard de 2009 et 2014, t'avais l'impression peut-être qu'il y avait rien d'autre à faire avec cette licence. Oh la vache, mais c'est nul! Et c'est le sens de cette vidéo d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vais pas parler que du 2e film, c'est parce que c'était possible, et je vais vous le prouver. Donc oui, c'était possible. Car si j'ai été voir Le Petit Nicolas en 2009 au cinéma, c'est que j'avais un espoir. Et après avoir vu le film, tout n'était pas acheté. L'enfant qui jouait Alceste était bon, on le reverra dans Du Cobu d'ailleurs. Celui qui jouait Clotaire avait une bouille extraordinaire, alors que le casting dans le 2e au niveau des enfants, c'est plus compliqué. François Damiens, en Monsieur Blédur, c'était parfait. Et en dépit d'un humour enfantin ou trop facile, qui ciblait seulement les enfants, la fin nous promettait tout de même un numéro 2 plus intéressant, puisque le petit Nicolas allait avoir une petite sœur, ce qui n'existe pas dans les livres, et ça promettait des histoires inédites autour de ce personnage. Sauf que le 2 va complètement ignorer la fin du 1. Car l'intérêt de faire une adaptation du petit Nicolas sur le grand écran, c'était quoi? En accord avec les auteurs bien entendu, ou leurs représentants ou leurs héritiers. Bah c'est de prendre des risques, et d'utiliser les avantages qu'a le cinéma sur les livres, ce que le cinéma peut faire et que les livres ne peuvent pas, parce que ça marche dans les 2 sens, pour proposer aux spectateurs un spectacle différent. À la place, monsieur n'a rien trouvé mieux à faire que de s'introduire illégalement avec des copains. Où ça? Je te le donne en 1000. Dans l'école des filles. Des filles? Ah bah alors là, c'est très... le coquin. Voir le petit Nicolas devenir par exemple le moyen petit Nicolas en grand frère, tel que c'était prévu à la fin du 1, bah, c'est quelque chose que j'aurais voulu voir. Au moins, ça aurait été inédit. Prenons un exemple. Regardez Fantomas. Un nouveau film arrive bientôt, proche de l'ambiance d'origine. Mais est-ce qu'on serait revenu à cette ambiance-là si De Funès n'était pas passé par là en emmenant la trilogie vers la comédie? Car si la trilogie d'une Belle, De Funès, Marais, de Mongeau est devenue culte, c'est déjà parce qu'il y avait De Funès dedans, mais aussi parce qu'elle a pris des risques, en s'éloignant de l'esprit d'origine, au grand désespoir de Marcel Alain, co-auteur des livres, encore vivant à l'époque,
ce que Belle a fait de ses bouquins. Mais peu importe ce qu'il en a pensé, si les films sont restés, c'est parce qu'ils étaient tellement différents des livres qu'on ne pouvait pas les comparer. Ça pouvait pas être mauvais du coup, c'était juste différent. Alors que là, à la manière d'un Ducobu qui reste toujours dans la même classe avec le même prof de film en film, le petit Nicolas, les livres, ne proposent pas non plus de voir les personnages grandir, alors que l'intérêt, encore une fois, il est là selon moi. Et c'est sans doute les limites d'une adaptation potentielle trop fidèle. Allait-on enfin oser s'aventurer là où le livre n'était jamais allé, car il n'y avait aucun intérêt à faire ce qu'on avait déjà vu avant. En synthèse, pour l'instant, et on l'avait déjà vu la dernière fois, puisqu'on ne peut pas faire rire des mêmes blagues à l'écrit qu'à l'écran, autant faire dans le film quelque chose qui temporairement nous fera oublier le livre, plutôt que de simplement le paraphraser pour rien. Et alors que le petit Nicolas de 2009 de Laurent Tirard sera suivi, succès oblige, des vacances du petit Nicolas, du même Laurent Tirard en 2014, pour un résultat, nous le verrons, moins bien, voire même décevant, quelque chose m'a frappé durant la préparation de cette vidéo. Une scène coupée, pour être précis. Oui, une scène coupée où les jeunes enfants, guidés par Nicolas, j'ai mis du temps à les reconnaître, demandent à des jeunes adolescents des conseils sur les filles. Et j'ai mis quelques secondes à comprendre que ceux qu'on voit à l'écran, ce sont les enfants qui jouaient dans le premier. J'ai mis du temps à percuter. Tu lui as écrit des poèmes et tu lui offres des fleurs. Ou pas. Évidemment qu'ils avaient grandi, mais c'est ça qui était intéressant. Je maintiens que c'était une super occasion. Le petit Nicolas aurait pu vraiment laisser sa place, j'aime bien cette expression, au moyen Nicolas, même si je comprends qu'ils avaient sans doute pas le droit déjà de faire ça. En tout cas pas avec le premier, mais puisque tu fais une suite avec les mêmes. Et c'est sans doute ça les limites des adaptations au cinéma. On préfère plutôt, comme dans un Ducobu, ou du petit Nicolas, revoir le casting des enfants à chaque film, parce qu'ils ont grandi, mais là où c'est d'autant plus frustrant, c'est qu'avec cette scène coupée-là, quelque part ils l'ont un petit peu fait. Séduire une fille, c'est simple. D'abord, tu lui fais un compliment. Par exemple, tu lui dis qu'elle a une belle robe. Ou bien alors, tu l'invites à aller boire un verre. Et si elle dit oui, c'est gagné. Ouais, si elle est d'accord pour aller boire un verre, elle est d'accord pour le reste. Même si on ne le voit pas dans le montage final. Mais c'était génial comme idée, fallait le laisser. En tout cas, quand je vois ça, je me dis que ça leur a au moins effleuré l'esprit. Vidéo bizarre donc, car j'avais aussi dit à l'époque, dans la première vidéo, que le troisième film qui était sorti dans l'anonymat, le plus complet, Le Trésor du Petit Nicolas, que je n'avais pas vu quand j'ai fait la vidéo du 1, était sans doute aussi passablement moyen que les deux autres. Je l'ai pas vu, mais la bande-annonce m'a l'air aussi molle que cette version-là, donc forcément, ça ne m'avait pas tenté à l'époque, j'avais même complètement oublié que ce film était sorti. Détrompez-vous, et détrompe-moi moi-même aussi, parce que le troisième, c'est le meilleur des trois, et de loin, hein. Maman? Maman? Maman n'est pas mémé, Nicolas. Maman t'entend très bien. Parce que lui, il va prendre des risques. Parce que lui, il va utiliser les avantages du cinéma pour emmener le spectateur quelque part où les livres ne sont jamais allés. Ma vie, elle est drôlement chouette. Mais un jour, tout a changé. Faut que je vous parle. Papa est rentré du travail avec une nouvelle terrible. Il se prend pour qui, le voisin? Il a eu une promotion. Directeur. Oui, tout ça va nous demander un peu d'organisation. Un peu d'organisation? Oui, le déménagement. Quel déménagement? Et donc, pour vous montrer à quel point les vacances du petit Nicolas, le film, ne sont pas bonnes, autant vous montrer en quoi le troisième, lui, est pas parfait. N'est pas un chef-d'œuvre. Le film est parfois mou, il y a quelques longueurs, et à la fin ça s'excite complètement. Bref, il y a un petit problème de rythme. Mais le troisième film nous montre encore, et ça va être le fil rouge, hein, préparez-vous, que faire un bon petit Nicolas au cinéma, c'était possible. Clotaire? Les surnoms de Louis XIV. Loulou. Loulou 14 peut-être. Bon, déjà, de quoi parlent les vacances du petit Nicolas pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Nicolas et ses parents, et Mémé, imposés par la mère de Nicolas, vont en vacances à Bain-les-Mers, comme dans le bouquin. Mais la comparaison s'arrête là. Car là où le livre est séparé en deux parties, la première partie à Bain-les-Mers avec les parents, puis la partie du petit Nicolas qui va en colonie de vacances, loin de ses parents, c'est la partie du livre que je préfère d'ailleurs, mais c'était impossible, parce que si tu ne filmes que des enfants, qui ne savent pas forcément bien jouer à la comédie, si t'as un casting avec Cadmerade et avec Valérie Lemercier, il faut leur donner de l'importance. Et c'est peut-être ça, encore une fois, la limite du cinéma, dans les adaptations. Donc ici, on reste à Bain-les-Mers, et long métrage oblige, il faut un scénario et un fil conducteur pour justifier 1h30. Et les fils conducteurs, il y en a deux. Le premier, c'est Nicolas qui tombe amoureux d'une fille qui au départ lui faisait très peur, et il a peur que cette fille lui gâche son mariage futur avec Marie-Edwige, sa voisine, et surtout un producteur de cinéma qui tombe sous le charme du personnage joué par Valérie Lemercier et qui lui promet une vie de star et d'actrice, celle-ci délaissant son mari potentiellement pour peut-être vivre une vie qu'elle n'a pas vécue. On s'enflamme pas, hein, c'est le petit Nicolas de Laurent Tirard, il va rien se passer. Sur le papier, pourtant, c'est intéressant ce conflit dans le couple. Mais rapidement, on se demande juste ce que ça fout là. Le petit Nicolas a toujours tout vécu et nous a toujours tout donné, tout son aperçu depuis son regard d'enfant.
Alors qu'ici, c'est un arc narratif qui est complètement séparé, qui s'éloigne énormément de l'esprit même du livre. Alors pourquoi pas, puisque j'ai dit qu'il fallait faire quelque chose de différent du livre. Mais c'est quand même le petit Nicolas. Le petit Nicolas n'est nullement concerné par cette histoire de carrière alternative de la mère. Alors que dans le 3, le trésor du petit Nicolas, il va y avoir un lien direct entre ce qui arrive aux parents, en l'occurrence le père, sur ce que le petit va vivre, va ressentir durant tout le film, et ce qu'il va partager avec ses copains. On en parle tout à l'heure, mais c'est ça aussi un bon scénario. Et encore une fois, on peut comprendre pourquoi. Autant c'est drôle de lire une histoire qui parle d'enfants, autant le voir joué par des enfants qui ne sont pas forcément du métier, c'est compliqué. Donc mieux vaut faire jouer les adultes. Pourtant, dans le 3e film, on le verra, l'acteur qui joue Nicolas est un véritable acteur. Et on voit bien la différence, car on voit beaucoup plus le personnage de Nicolas dans le 3e, parce que c'est un professionnel. Alors qu'ici, c'est le moins bon des petits Nicolas des 3, mais forcément ça joue. Tu ne peux pas passer 1h30 qu'avec des enfants qui découvrent leur métier. C'est donc logique de donner de la consistance au rôle joué par Valérie Lemercier, ou Cadmerade, ou encore Dominique Lavanant qui joue la grand-mère à la place de Bernadette Lafont, malheureusement décédée au début du tournage. C'est logique aussi de donner du temps de jeu à Daniel Prévost qui reprend son rôle de Monsieur Moucheboum. C'est normal vu son talent. C'est normal de le faire jouer. C'est normal de faire jouer ceux qui savent jouer et dont c'est vraiment le métier. Sauf que, comme on est dans le petit Nicolas, en tout cas c'est le pari qu'ils ont fait, on n'est pas dans le film les parents du petit Nicolas. Pourtant le 2e film devrait s'appeler comme ça, parce que tant la mère ou tant les parents prennent le dessus sur Nicolas et ses copains, alors que dans le premier c'est plutôt bien équilibré, et avec ce titre-là, les parents du petit Nicolas, j'aurais compris qu'on passe du temps avec les adultes, et que les histoires des adultes n'aient pas beaucoup de liens avec les enfants. Là, j'aurais fermé ma gueule. Mais Les Vacances du petit Nicolas, c'est quand même le livre que je préfère de tous les livres du petit Nicolas. Donc forcément, quand je vois le film qui s'appelle comme ça, j'ai des attentes encore plus élevées que pour le premier. Et c'est eux qui amènent les gens en salle. Mais c'est aussi ça qui éloigne l'esprit des films à l'esprit des livres. Et c'est d'autant plus frustrant parce que quand tu regardes l'équipe du 1 et du 2 qui sont les mêmes, c'est que toute l'équipe, quand tu les écoutes en interview, des acteurs aux réalisateurs, ils ont conscience de l'impact qu'ont eu les livres sur les gens et de l'intelligence de l'écriture de Goscinny. Il y a qu'à les écouter en interview. Regardez par exemple cette anecdote de Valérie Lemercier de son enfance que je trouve absolument dingue. La bêtise que j'avais faite une fois, c'est que j'avais brûlé un torchon que j'ai jeté dans la mare avec un gros caillou dedans pour pas qu'on le voie. Et c'était l'année 1976, c'était l'année de la sécheresse. Et j'avais une angoisse mais atroce. Tous les matins, au réveil, j'allais voir si on n'allait pas découvrir mon torchon brûlé, alors que vraiment, je me serais jamais fait frapper à cause de ça. Mais tous les matins, j'allais à la fenêtre voir le niveau de la mare qui baissait à vue d'œil puisqu'il pleuvait jamais. Et je me disais, un jour, on va s'apercevoir de l'énorme bêtise. Et c'est ça qui est marrant aussi dans le petit Nicolas. C'est qu'on fait des bêtises, on croit qu'elles sont très, très graves. Et en fait, c'est rien du tout. Mais c'est ça qui est touchant chez les enfants, c'est qu'ils se font des montagnes de choses toutes petites. C'est exactement ça l'essence du petit Nicolas. C'est ce qui en fait la saveur. Voir Nicolas se faire un sang d'encre pour quelque chose d'énorme à ses yeux, mais d'insignifiant pour les adultes, de voir les parents se comporter parfois comme des gamins, ou de se disputer sans se souvenir de pourquoi, vu depuis les yeux de Nicolas, encore une fois, c'est important. Tout ça, ça fait le sel des livres. Et ils le savent, mais on ne le voit pas. C'est d'autant plus dur. Moi, ce torchon, alors que vraiment, je pense que je me serais jamais fait punir, mais c'était une angoisse horrible. Et ça m'a pourri l'été 76, parce que je pensais qu'on allait découvrir. Or, il a été bouffé par les crapauds et les grenouilles et je sais pas qui, ou enterré dans la vase. Mais en tout cas, on n'a jamais retrouvé ce torchon, mais c'était pour moi un crime. J'avais commis un crime. C'est d'autant plus dur à regarder. Nous ne sommes pas là dans ce film-là, Les Vacances du petit Nicolas, pour voir les copains de Nicolas inverser les arrivées et les évacuations d'eau usée dans une douche, juste pour faire fuir quelqu'un de l'hôtel. Parce que c'est juste méchant, cette idée-là, et que les enfants ne sont pas méchants. En tout cas, pas dans le petit Nicolas. Ici, c'est délibéré. Ils savent ce qu'ils font en inversant les tuyaux d'évacuation et d'arrivée. Aucun gamin de cet âge ne sait faire ça et ne sait comment ça marche. C'est juste pour le gag. Donc moi, ça me sort du film. Si c'était pas déjà fait. Seul intérêt, c'est éventuellement que les gosses dans la salle, en voyant la maman recouverte de caca dans la douche, ils vont peut-être rire. Enfin, peut-être certains d'entre eux. Mais j'ai comme un doute. J'étais dans la salle parce que je l'ai vu, c'était pas le cas. Il y a eu du bah. Pardon. Pour autant, est-ce que l'on passe un mauvais moment? Non. Ce serait malhonnête de ma part de dire que c'est une purge. Le film nous fait même parfois sourire. Avec une distribution pareille, c'est le minimum. Mais encore une fois, tout dépend en quoi on compare quoi. Avec un casting pareil, on peut s'attendre à beaucoup mieux. Et on ne peut pas faire que s'ennuyer. C'est un film de vacances, c'est toujours sympa à regarder, même si le film ne va au bout de rien. Il n'y a d'ailleurs, je pense, aucune autre prétention qu'être un divertissement familial du dimanche soir. Et si c'était ça l'ambition du film, bon c'est dommage, mais en même temps c'est réussi par rapport à ce qu'il voulait faire. Mais les arcs narratifs qui justifient un film d'1h30 sont aussi poussifs et grossiers que dans le film précédent.
En 2009, le film s'articule autour de Nicolas qui est persuadé que sa mère va être enceinte et donc va devoir l'abandonner lui en forêt pour élever le deuxième enfant. Ici, c'est encore pire. Nicolas est tellement heureux de se marier avec sa voisine, Marie-Edwige, qu'il veut tout faire pour faire fuir les parents d'une nouvelle prétendante, Isabelle, une petite fille qui est amoureuse de lui, pour éviter un risque de mariage. En parallèle, histoire de meubler, le bouillon toujours joué par François-Xavier de Maison s'emmerde à Paris, l'école lui manque, les élèves lui manquent, mais c'est vraiment inutile et c'est vraiment pour meubler. En tout cas, l'histoire du mariage dans la tête de Nicolas entre les deux enfants, ou le fantasme qu'il s'en fait, en fait, c'est juste que ça justifie l'articulation des gags entre eux. Que ce soit dans le 1 ou dans le 2, ce qui justifie en fait d'en faire un film sur 1h30 ne tient jamais et du coup c'est nul et pas passionnant à suivre. Alors que dans le film de 2021, dans le Trésor du petit Nicolas, l'histoire est bien mieux articulée. Le père de Nicolas a une promotion, mais à condition de déménager à Aubagne, près de Marseille, et Nicolas est persuadé qu'ils vont déménager non pas à Aubagne, mais au Bagne, et il ne veut évidemment pas y aller. Et au-delà de ce malentendu, il ne veut surtout pas quitter la bande des Invincibles. Et comme il le dit très justement dans le film, qui est très intelligemment écrit, la bande autour de Nicolas s'appelle certes les Invincibles, comme dans le livre, mais sont-ils inséparables pour autant? Voici une réflexion qui est absente des livres, puisque les livres restent volontairement dans la phase de l'enfance. Alors qu'ici, il y a une interrogation sur qu'est-ce qu'on va devenir une fois adulte? Est-ce qu'on sera toujours copains? En parallèle, la vieille voisine de Nicolas, qui lui faisait tant peur, déménage avec son chien, qui lui aussi lui faisait peur, et elle déménage car elle est trop âgée pour rester seule. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un détail qui servira au film plus tard, comme dans tout bon film. Pendant ce temps-là, à l'école, la maîtresse, respectée par ses élèves mais timide et introvertie, est jugée par une autre maîtresse bien plus expérimentée mais aussi plus sévère, et elle est déterminée pour se faire une place dans l'école, à gagner avec ses élèves le concours d'astronomie de l'école, et à gagner pour la meilleure classe, une visite l'année prochaine d'un observatoire. Sauf que si Nicolas déménage, il n'aura pas le droit de voir cette visite. Vous voyez comment on peut articuler plusieurs arcs narratifs entre eux mais qui sont tous cohérents et qui se rejoignent tous à la fin? Je conçois pas un scénario qui ne soit pas comme ça. Dans un film, peu importe le genre. Et ça n'est pas fini. La bande à Nicolas se dit que pour empêcher le déménagement, qui est sûrement désiré pour gagner plus d'argent, il faut devenir riche. Devenir riche pour ne pas partir. D'où la quête du trésor que le père de Nicolas entendra malgré lui et qui va en secret organiser une chasse au trésor pour occuper son fils. Une attention qui est très touchante, qui est absente des deux premiers films. Le père saura plus tard d'ailleurs que cette quête du trésor était en fait enclenchée pour les empêcher de partir. Et attendri par le geste de son fils, et par leur attachement à cette maison, finalement il renoncera à partir en se disant qu'il n'y a pas besoin d'avoir toujours plus pour être heureux et qu'ils sont très heureux comme ça. C'est beau, ça fait des jolies scènes, mais ce n'est pas encore fini. Lors d'une dispute en classe, le projet qui était un soleil en fil de fer recouvert de papier aluminium, Alceste aurait préféré recouvrir la sphère de papier doré issu de barres chocolatées de sa boulangerie, mais il faudra en acheter des centaines, ce qui n'était pas possible. Ça aussi, acheter des centaines de chocolats, on en parle plusieurs fois dans le film, mais ça va servir au-delà du gag de voir les gosses manger tous les chocolats et de devenir malades. Ils vont se rendre malades exprès pour une bonne et magnifique raison. Et alors que le chien de la voisine revient au terrain vague, a priori perdu, il y a une récompense pour le ramener à sa propriétaire. Récompense qui du coup ne servira pas à enrichir la famille de Nicolas, mais à acheter ces fameuses barres de chocolat dont le papier doré qui les entourait servira en secret, sans que la maîtresse ne le sache, à finir le soleil, à gagner le concours pour qu'ils aillent tous ensemble à l'observatoire l'année d'après, ce que la maîtresse découvrira lors du concours en direct, alors qu'elle pensait l'avoir perdu depuis longtemps. Ça donne un moment ultra touchant entre les enfants et leur maîtresse qu'ils aiment profondément. Et c'est pas encore fini. Et bien que ça paraisse un peu décorrélé du reste du film, il faut être honnête, même si le film est globalement très orienté nostalgie, la conclusion du film est magnifique. Le film nous montre à un moment une éclipse, vue par les enfants, avec des lunettes construites par leurs parents, et avec la promesse qu'ils se font qu'ils verront la prochaine éclipse ensemble. Et 30 et quelques années après, comme on l'a vu en intro, les enfants bien grands, comme quoi c'était possible, bordel, arrivent pour regarder l'éclipse ensemble, comme promis quand ils étaient enfants, même s'ils ne vivent plus à côté, même s'ils se voient forcément moins souvent, ils viennent tous en plus avec leurs gamins, qui avaient leur âge à l'époque, et la scène m'a fait monter les larmes aux yeux. Très inattendu pour un petit Nicolas, ce genre de moment. Ça m'a fait penser à ça de Stephen King, que ce soit le téléfilm ou le film à la fin, dans les deux cas c'est touchant. Vu d'où on part, avec les deux premiers, arriver à toucher la corde sensible, et qui est pas gratuite, parce qu'elle est amenée par tout le volet de nostalgie qui est le fil rouge de ce troisième film, et ça marche toujours quand tu parles de l'enfance, la nostalgie, ça va avec. Encore une fois, tout dépend à quoi on compare quoi. Je dis pas que le troisième film est un chef-d'œuvre absolument parfait. Mais il est parfait comparé aux deux autres. Et s'il y en a un des trois qu'il faut voir, si certains parmi vous se sont pas découragés en voyant les deux premiers, faites abstraction de ces deux-là,
et passez directement au troisième, s'il vous plaît. Certains diront que la vidéo est hors sujet. En effet, je parle plus du troisième film dans une vidéo consacrée au deuxième. Mais j'ai plutôt envie de répondre à cela que j'ai innové avec ce contexte d'une vidéo qui en cache une autre. Et même si les livres restent 300% supérieurs à tout ce qu'on a vu dans la vidéo, notamment quand le père de Nicolas, c'est mon exemple préféré, en tant qu'homme de famille qui soi-disant se laissera moins marcher sur les pieds que sa femme dans le marché, alors qu'il estime qu'elle paye trop cher les courses, et qui va réaliser en demandant à un marchand 1 kilo de tomates, en ne réalisant qu'il y a que 5 tomates dans 1 kilo. Dans le livre, comment? Il y a que 5 tomates dans 1 kilo? Je l'entends. C'est beau être écrit, je l'entends. Et c'est ça la magie des livres. Et faire jouer cette phrase par quelqu'un d'autre, peu importe qui, je pense que je ne l'aurais pas entendu comme ça, c'est pas comme ça que je l'aurais dit. C'est le danger des adaptations, encore une fois, quand tu prends des phrases et que tu les refais rejouer. C'est pas pareil. Et du coup, dans le 1 et dans le 2, je ne m'amuse quasiment à aucun moment. À quelques exceptions, quand on a des grands acteurs comme Michel Galabru ou Anémone. Les meilleures scènes du film, c'est quand on a ces invités-là. Mais sinon, sachant que quand je parle du petit Nicolas, je pense au livre, et donc forcément je mets la barre plus haute, parce qu'il y a un tel potentiel au départ, qu'on part pas de zéro. Mais dans le troisième, et même dans celui-là, les vacances du petit Nicolas, où tu vois les enfants du premier ado l'espace de 10 secondes, bah c'est super frustrant. Parce que ça montre qu'on aurait pu sortir du cadre des livres bien plus tôt que 2021, pour aller chercher, encore une fois, ce que le livre ne pouvait pas nous donner. Ce côté nostalgique. Parce que les livres, ils sont limités. Ils nous maintiennent à l'école tout le temps, parce que les livres sont conçus comme ça. Mais là, ça te permet d'aller plus loin, de nous les montrer adultes, de les humaniser, de davantage nous investir, de se projeter sur eux. Parce que nous aussi, pour la plupart des gens sur cette chaîne, on était des enfants devenus adultes, parce que la moyenne d'âge ici, c'est 40 ans. Ce que le troisième film fait, en amenant, même en restant à l'époque, des thématiques d'aujourd'hui, notamment via la mer, plutôt que de laisser le film dans son jus, dans l'époque des livres, qui est certes magnifique visuellement, mais à laquelle on ne peut plus forcément s'identifier, c'est ça, prendre des risques. La version de la mer jouée par Audrey Lamy, pour moi, c'est le révélateur de ce troisième film. C'est exactement ça qu'il fallait faire, alors que la mère, version Valérie Lemercier, non seulement dans le livre, je la trouve pas timide, on dirait qu'on a presque un recul par rapport au bouquin qui date déjà d'il y a longtemps, alors que là, on a pris le risque, la mère, elle parle un peu comme aujourd'hui, mais à l'époque. On se projette. Et est-ce que du coup, ça sera ma conclusion, est-ce qu'une bonne adaptation d'un livre en film serait celle qui, justement, comprend tous les écarts qu'il faut faire par rapport à l'œuvre d'origine pour exister, pour, je dirais même plutôt, se justifier, plutôt que d'être fidèle le plus possible à quelque chose qui existait déjà. Et ce sera ma conclusion. Je vous laisse méditer là-dessus en commentaire. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur les vacances du petit Nicolas, qui finalement aura été une vidéo plus centrée sur les trésors du petit Nicolas, mais c'est la spécialité de la chaîne. On aime bien le hors-sujet. Mais pour moi, il n'y avait pas photo. Il fallait vous montrer à quel point le 3 est bien pour démonter le 2, qui pourtant reste un divertissement correct pour des enfants un dimanche soir avec leurs parents. Mais encore une fois, je parle du petit Nicolas, ça vaut 10 fois plus que ça. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez comme d'habitude à mettre le like, à mettre le boost sur la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un commentaire, et si vous savez pas quoi dire en commentaire, vous pouvez toujours partir là-dessus. Coucou, c'est moi. Oh merde. Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.